nous sommes faits de protéines. Et donc, ces protéines, voilà une petite madame qui a toute une série de petites bulles avec des explications sur les différentes protéines qui la constituent. Et vous voyez rien, mais vous ne tracassez pas, en plus c'est en anglais. Donc, c'est une image que j'ai prise sur Internet. Simplement, c'est pour vous montrer la variété des protéines. Alors, on va... en diminuant la lumière, je ne sais pas. Non, je crois que c'est vraiment l'intensité de la lampe du projecteur qui n'est pas très bonne. C'est mieux comme ça? Okay. Alors, cette petite dame, elle vous parle de toute une série d'exemples de ces protéines. Je vais en prendre juste quelques-uns. Donc, tout d'abord, si on s'intéresse aux cheveux et aux ongles, eh bien, on a une protéine particulière qui s'appelle l'alpha-kératine, qui est responsable de la structure de nos cheveux et de nos ongles. Alors, il y a une autre protéine qui est dans notre sang, et donc cette protéine s'appelle l'hémoglobine, et c'est la protéine qui va chercher l'oxygène au niveau de nos poumons. Cette protéine, elle est située dans les globules rouges, qui se promènent à travers toutes nos circulations sanguines, et qui transporte l'hémoglobine, sur laquelle est lié l'oxygène, prise au niveau des poumons, qui va venir la distribuer au niveau de tous nos tissus. L'hémoglobine, c'est aussi une protéine. Alors, autre exemple de protéines qui va nous intéresser, c'est au niveau des muscles. Nous avons là des protéines qui s'appellent l'actine et la myosine. Ce sont des protéines qui vont coulisser les unes en face des autres quand nous faisons une contraction musculaire. Donc, quand nous contractons nos muscles, nous avons ce coulissement de deux protéines particulières, actine et myosine, qui nous permet d'avoir la force dans les muscles. Alors, comme autre protéine, on va s'intéresser à ce que nous allons digérer après un bon repas ici au centre. Et donc, dans notre estomac, nous avons des enzymes. Et les enzymes, ce sont aussi les protéines qui vont couper en petits morceaux les aliments que nous avons ingérés pour en faire des petites briques qui vont repasser dans notre corps et servir à fabriquer d'autres protéines et vont servir à faire de l'énergie. Et donc voilà une série d'exemples de protéines pour vous montrer donc cette variété. Alors j'ai représenté cette variété de la manière suivante. Alors bon, mais il y a un petit souci de couleur, là c'est assez horrible comme ça. Moi j'avais tout dans les tonalités de vert et de rouge. C'est une série de petits gâteaux. Et donc pour bien comprendre ce que sont les protéines, ce que sont les gènes, j'ai pris la comparaison. Les protéines, ce sont des petits gâteaux, vous en voyez de toutes les formes, voilà, une espèce de chaussette, un sapin de Noël, un petit bonhomme, des étoiles, une cloche, une canne. Voilà, c'est la variété des petits gâteaux, c'est la variété, ça symbolise la variété des protéines qui sont dans notre corps. Alors, si on représente une cellule de notre corps, donc les cellules, c'est des espèces de sacs, à l'intérieur desquels il y a un autre sac un peu plus petit qu'on appelle le noyau. C'est là que sont stockés les chromosomes. Et donc les chromosomes portent les gènes. Les chromosomes sont constitués d'ADN, ils portent les gènes. Les gènes, eh bien, ce sont les recettes pour faire les protéines. Donc on peut comparer ce noyau où se trouvent nos chromosomes et nos gènes à une bibliothèque centrale dans laquelle sont conservés les livres de recettes pour faire toutes les protéines de notre corps. Alors, comme dans une bibliothèque un peu stricte, eh bien, ces recettes ne peuvent pas quitter le noyau. Et donc, quand on a besoin, quand la cellule a besoin de fabriquer une protéine, eh bien, elle est obligée de mettre en place un système qui va copier le gène avec la recette de la protéine qu'elle veut fabriquer, la recette donc du petit gâteau, et ce gène copié sous la forme de ce que l'on appelle un messager. Un ARN messager. Ce messager, c'est donc la copie de la recette qui peut sortir de la bibliothèque, aller dans la cellule, à l'endroit où se trouve, entre guillemets, la cuisine, où va pouvoir être fabriqué ce petit gâteau. Donc il va y avoir des protéines qui vont lire la recette portée sur le messager et qui vont permettre de fabriquer la protéine correspondant à cette recette. Donc l'expression d'un gène, c'est vraiment la confection d'un gâteau. Le gène, c'est la recette, il est stocké dans le noyau, et le gâteau va être fabriqué à partir d'une copie de ce gène, qui est sous la forme du messager, qui lui peut quitter le noyau et aller dans la cellule, là où la recette va pouvoir être lue. Alors voici un exemple d'un gâteau, et il y a des gâteaux particuliers qui sont des gâteaux chefs. Et ces gâteaux chefs vont permettre d'organiser le travail à l'intérieur de la cellule. Il va pouvoir activer ou bloquer
certains gènes qui portent les recettes dont la cellule va avoir besoin à un moment particulier. Et donc on a besoin d'une hiérarchie de chefs dans une cellule, parce qu'il y a des milliers de protéines qui sont fabriquées dans chacune de nos cellules, et il faut savoir dans quel ordre ces protéines vont être fabriquées dans la cuisine, dans quel ordre les gènes vont être copiés sous forme de messagers, dans quel ordre les messagers vont arriver dans la cuisine, et dans quel ordre ils vont être lus pour que les protéines correspondantes soient fabriquées. Donc on va avoir un système de cascade de chefs et de sous-chefs. Voilà, le chef numéro 1 donne des ordres au chef numéro 2, au chef numéro 3, le 3 va donner ordre au 4, etc. Et vous voyez cette organisation en hiérarchie de chefs, et tous ces chefs, ce sont des protéines, donc ce sont des petits gâteaux. Alors, revenons à nous. Nous sommes constitués d'un très très grand nombre de cellules, de l'ordre de 100 000 milliards de cellules, et chacune des cellules de notre corps a le même programme génétique. Donc le programme génétique, ce sont les chromosomes, c'est l'ADN, ce sont les gènes, donc la collection de recettes que nous avons pour fabriquer toutes les protéines qui constituent toutes les cellules de notre corps. Alors si on regarde donc une cellule, on a ce petit sac qui est le noyau, dans lequel se trouvent les chromosomes. Alors les chromosomes, nous en avons 23 paires de chromosomes. Alors on peut les représenter de cette manière. Donc vous voyez, à chaque fois nous avons un chromosome foncé et un chromosome clair qui constituent une paire. Eh bien pourquoi ces paires de chromosomes? Dans la paire, chacun des chromosomes provient d'un de nos parents. Donc nous avons un chromosome de notre père, un chromosome de notre mère, dans chacune des paires. Alors je dirais, c'est compliqué, père et père. Notre papa nous a donné un chromosome, notre maman nous en a donné un autre, ça fait la paire de chromosomes. Alors vous êtes familier avec ce concept de paire de chromosomes en ce qui concerne la détermination de votre sexe. Alors votre maman vous a donné à tous un chromosome X, et donc si votre maman vous a bien donné un chromosome X, votre papa, lui, vous a donné soit un chromosome X, auquel cas vous avez XX et vous êtes une femme, et votre papa vous a donné peut-être un chromosome Y, auquel cas vous avez une paire XY et vous êtes un homme. Donc voilà ce concept de paire de chromosomes. Donc on les voit peut-être mieux ici. Donc nous avons la première cellule, la cellule qui a été donnée par votre maman, l'ovocyte, le petit œuf qui contient un chromosome de la paire. Et puis vous avez le spermatozoïde donné par votre papa qui contient l'autre chromosome de la paire. Quand les deux se rencontrent, il y a la fécondation de l'ovocyte, on va former la toute première cellule de l'embryon que l'on appelle le zygote. Eh bien, dans le zygote, les paires de chromosomes sont constituées. Donc dans chaque paire, on a le chromosome qui vient de l'ovocyte et le chromosome qui vient du spermatozoïde et qui constituent les paires de chromosomes. Donc là, on a simplifié, on vous montre juste une paire de chromosomes. Alors pourquoi je vous embête à vous raconter cette histoire que vous avez vue dans vos cours de biologie dans le secondaire? La formation du zygote, rencontre du spermatozoïde de votre papa et de l'ovocyte de votre maman. Eh bien, c'est parce qu'on a fait une des découvertes importantes à propos de la fonction normale du gène DUX4 dans le développement de l'embryon. Donc voilà une jolie photo au microscope de cette toute première cellule, donc le zygote, quand l'ovocyte a été fécondé par le spermatozoïde, donc c'est une cellule. Et pour faire l'embryon, pour faire le bébé, il va falloir que cette cellule se divise. Donc on va avoir une première division, vous voyez ici 2 cellules. Ensuite, chacune de ces cellules va se diviser, on va avoir 4 cellules. Et je vous rappelle qu'à chaque division cellulaire, eh bien, tous les chromosomes vont être copiés de façon que les 2 cellules filles aient exactement les mêmes chromosomes, le même matériel génétique que la cellule mère dont elles proviennent. Donc on a 2 cellules qui ont exactement les mêmes chromosomes que la première cellule. On a ici 4 cellules qui ont exactement les mêmes chromosomes, exactement les mêmes gènes, les mêmes recettes pour faire les protéines que la première cellule de départ. Et ça continue, 4 cellules, 8 cellules, etc. Alors, vous imaginez bien que c'est compliqué d'organiser la production de toutes les protéines qui sont nécessaires pour passer de ce stade 1 cellule, le zygote, au stade 2 cellules, au démarrage de l'embryon. Et on va avoir besoin d'une hiérarchie de cascades de chefs qui vont organiser
la manière dont les gènes vont être copiés sous forme de messagers. Ces messagers vont servir à fabriquer les protéines dont ils portent la recette. Et donc on va voir ce système de cascade dont je vous parlais tout à l'heure. Eh bien, c'est la grande découverte de 2017 par rapport à la fonction normale du gène DUX4. Donc le gène DUX4 est le chef, enfin la protéine DUX4, pardon, donc le gène DUX4 porte la recette, la protéine DUX4 est le chef du tout début de l'embryogenèse, du tout début du développement de l'embryon. DUX4 est absolument indispensable pour passer du stade 1 cellule au stade 2 cellules, pour démarrer toute la cascade des divisions cellulaires qui va permettre de faire l'embryon, le bébé, vous. Donc sans DUX4, impossible de passer du stade zygote au stade 2 cellules. Et donc ça, c'est vraiment une découverte tout à fait inattendue. Et cette année, dans une revue sortie au mois de mai, la revue Nature Communication, Nature Genetics, on a 3 publications, donc de 3 groupes de chercheurs différents. Le groupe de Stephen Tapscott à Seattle, aux États-Unis, le groupe du professeur Trono à Lausanne, et le groupe du professeur Kern à Salt Lake City, donc la cité des Mormons aux États-Unis, donc ont indépendamment démontré que le rôle capital de DUX4 dans les cellules normales, c'est ce passage du stade 1 cellule au stade 2 cellules chez l'embryon. D'accord? Alors, maintenant, on va s'intéresser à ce qui vous intéresse davantage que l'embryon, ce sont les cellules de muscles. Et donc, dans les cellules de muscles, on va avoir besoin aussi de fabriquer certaines protéines à certains moments particuliers, et on va avoir besoin d'une organisation de chefs en cascade. Dans chaque cellule, on va avoir la même structure hiérarchique pour organiser la production de toutes les protéines nécessaires. Maintenant, imaginez que dans cette jolie cascade qui fonctionne très bien dans le muscle, on vient amener un chef étranger au muscle. Par exemple, DUX4, dont on vient de voir qu'il était le chef du développement de l'embryon. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce chef, voilà, là c'est, désolé, c'est tout noir chez vous, c'est marqué le chef XX, c'est un chef qui n'a rien à faire dans le muscle, puisque c'est le chef de l'embryon qui rentre dans le muscle. Eh bien, il va venir, passez-moi l'expression, foutre le bordel dans la cuisine. Vous voyez très bien qu'on a une perturbation de toute la hiérarchie. Certains chefs ne vont plus être activés. Par conséquent, les gènes qu'ils vont activer normalement vont être morts. D'autres chefs qui normalement sont au repos vont tout d'un coup être activés. On va produire des protéines dans le muscle qui n'ont normalement rien à y faire. Et on va complètement perturber vos muscles. On va enclencher un processus de fonte de vos muscles par l'activation du chef de l'embryon, DUX4, à l'intérieur de vos muscles. Donc, du désordre dans la cuisine, DUX4 dans le muscle, c'est un gâteau chef qui est fou. Et en fait, DUX4, il est toxique à tous les niveaux dans une cellule de muscle. Donc, il va être toxique parce qu'il va activer des gènes dans le noyau pour qu'ils soient copiés sous forme de messagers, alors que ces gènes, normalement, fonctionnent dans l'embryon, pas dans le muscle. Il va perturber la manière dont ces messagers vont subir des étapes de maturation. Il va perturber la manière dont les messagers sortent du noyau, et va perturber la manière dont ces messagers vont être lus pour fabriquer les protéines. Donc, DUX4 est vraiment l'ennemi total à tous les niveaux dans la cascade d'événements qui vont depuis la lecture de la recette jusqu'à la production de la protéine. Et je vous dis une recette, une protéine. En fait, DUX4 va perturber des centaines de recettes, des centaines de messagers, des centaines de protéines. Alors voilà une autre représentation de DUX4. Donc c'est un DUX4 qui est anonyme, il a des lunettes noires, donc on ne peut pas le reconnaître quand on le croise en rue. Alors, vous voyez mal, mais là c'est moi, là, pour vous montrer la taille de DUX4, rencontré dans une rue à Boston. Et donc, DUX4 est un chef fou. Alors, pourquoi un canard? Pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu l'anglais, donc ducks, en anglais, ça veut dire des canards.
D'où le fait qu'on a considéré que la personnalisation de cette méchante protéine, c'était sous la forme d'un canard. Et donc, inutile de vous dire que chaque fois que je vais au restaurant, je mange du magret de canard. Alors, donc c'est un chef fou, il va activer dans le muscle des gènes et qui ne doivent être actifs que dans l'embryon. Et donc, on comprend bien que la manière de s'en sortir, c'est d'essayer de le neutraliser. Alors, vous voyez mal, mais là, moi, je suis armée d'une petite épingle et je vais essayer de perforer cette espèce de baudruche pour dégonfler le DUX4. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est vous montrer les différentes stratégies qui sont développées dans le monde pour essayer de neutraliser DUX4, en prenant par un bout ou par un autre. Donc, à chaque fois, je vous remontre la structure de la cellule, avec cette fois-ci, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est la recette de DUX4, le gène de DUX4. Donc, le gène de DUX4, il est dans le noyau, il va être copié sur la forme d'un messager qui sort du noyau, qui va à la cuisine pour faire fabriquer la protéine DUX4, donc le gâteau DUX4. Et ce gâteau DUX4, ce chef fou, il doit pouvoir rentrer, vous voyez la flèche sur le côté, il doit pouvoir rentrer dans le noyau pour aller activer une série de gènes, normalement actifs dans l'embryon. Là, il va les activer dans le muscle, et ces gènes vont être copiés sous forme d'un messager qui sort du noyau et qui va faire fabriquer ces protéines. Ça va? Donc on tourne un peu en rond. Le gène DUX4 va donner un messager qui sort du noyau, qui permet de fabriquer la protéine DUX4. Cette protéine est un chef fou qui rentre dans le noyau, où il va aller activer toute une collection de gènes de l'embryon. N'oublions pas, nous sommes dans le muscle, donc il va foutre le bordel. Et tous ces gènes-là vont être copiés sous forme de messagers pour donner des protéines. Donc, une première idée, c'était d'empêcher la protéine DUX4 d'aller se coller sur ces gènes cibles, ces gènes d'embryon. Et donc ça, cette stratégie, elle a été développée par Julie Dumonceau. Donc on peut se représenter ici à l'intérieur du noyau. Nous avons toute une série de gènes qui sont sur les chromosomes. Et DUX4 vient s'asseoir sur les promoteurs de ces gènes pour les activer. Donc c'est ça qui se passe quand DUX4 est toxique, et ça va causer des problèmes d'atrophie, donc la fonte des muscles, des problèmes de régénération des muscles, des problèmes de stress oxydant, parce que DUX4 va activer une série de gènes. Et donc Julie Dumonceau, qui a travaillé pendant des années à l'Institut de myologie à Paris, qui maintenant est dans une université à Londres, a eu l'idée de fabriquer des leurres pour DUX4. Alors des leurres, eh bien, vous connaissez bien ça, quand les gens vont à la chasse aux canards, ils prennent avec eux des canards en bois. Et ils mettent ces canards en bois sur l'eau, et ils attendent, camouflés, que les canards volants croient que les canards en bois sont des vrais canards et viennent copiner avec eux, et puis on les abat. Et bien là, le concept de leurre, donc c'est un faux canard. Ici, le concept de leurre, c'est un petit morceau d'ADN qui correspond exactement à l'endroit où vient se lier DUX4 pour activer des gènes. Et donc ces petits morceaux d'ADN, ils sont représentés en blanc dans ce schéma. Vous voyez, on en met une très grande quantité, et donc DUX4 va aller se lier sur ces petits morceaux d'ADN, et il n'aura plus la possibilité de se lier sur les promoteurs des gènes. Donc ces promoteurs vont être bloqués, ces gènes ne pourront pas être copiés sous forme de messagers, et donc DUX4 ne pourra pas exercer sa toxicité, il ne pourra pas aller activer les gènes d'embryon parce qu'on lui a donné un leurre. Il croit qu'il se lie sur ces gènes, et en réalité il se lie sur des petits morceaux d'ADN et ne peut pas aller faire de dégâts en activant ces gènes cibles. Alors, autre stratégie qui a été présentée, c'est de trouver un moyen d'empêcher DUX4 d'entrer dans le noyau. Donc il est produit normalement dans la cellule musculaire, et on va l'empêcher d'arriver dans le noyau. Il ne pourra donc plus activer ses gènes cibles et ne pourra plus exercer sa toxicité. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant, parce que ce n'est pas une stratégie thérapeutique que des chercheurs ont inventée, c'est simplement les chercheurs ont compris quelque chose que l'on connaît depuis très longtemps dans le domaine de la FSHD, c'est que dans la même famille, avec le même défaut génétique, très souvent les femmes sont moins atteintes que les hommes.
Et donc, c'est une équipe de chercheurs à l'Université catholique de Rome qui a travaillé à ce niveau-là, Fabiola Moretti et Giancarlo Deida. Ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qu'il y a de différent entre un homme et une femme qui fait que la femme résiste mieux à la toxicité de Dux4. Ils se sont rendus compte que c'était les hormones féminines, les œstrogènes, qui jouaient un rôle à ce niveau-là. Et donc les œstrogènes vont venir piéger Dux4 à l'extérieur du noyau. Donc Dux4 chez les femmes a beaucoup plus de difficultés à entrer dans le noyau et beaucoup plus de difficultés à aller activer les gènes toxiques. Et donc ils se sont rendus compte qu'en présence d'œstrogènes, donc vous savez, chaque année on vous montre que le modèle sur lequel on étudie la maladie, ce sont des cellules qui proviennent de biopsies de vos muscles que l'on met en culture dans des boîtes en plastique au laboratoire. Et donc, dans ces boîtes, on se rend compte que si on ajoute des œstrogènes au milieu de culture des cellules, eh bien, les cellules se sentent beaucoup mieux. On va réussir à avoir des muscles grassouillés formés dans les boîtes de culture. Si on utilise un dérivé d'androgènes, les androgènes, ce sont les hormones des hommes, eh bien, on se rend compte que ça aggrave la pathologie pour les cellules qui sont en culture au laboratoire. Alors ça, c'était donc l'étude qui a été proposée il y a 6 mois environ par l'équipe de Rome, donc de montrer que les œstrogènes ont un rôle protecteur contre Dux4. Et il y a un congrès qui s'est tenu le mois passé à Saint-Malo, qui est le congrès international de tous les chercheurs qui travaillent sur les maladies du muscle. Et à ce congrès, il y a eu une présentation de Sabrina Sacconi, qui est à l'université de Nice, certains d'entre vous la connaissent, qui travaille sur la FSH. Elle s'est dit, si effectivement les œstrogènes sont si importants, eh bien je vais aller retrouver dans les dossiers cliniques de familles où il y a des personnes atteintes de FSHD, est-ce qu'il y a des femmes qui, à un moment donné, pour diverses raisons, ont dû recevoir un traitement avec des anti-œstrogènes. Et comment ces femmes ont-elles évolué par rapport à la FSHD en comparaison d'autres femmes de la même famille qui, elles, n'ont pas dû prendre d'anti-œstrogènes. Et donc, vous savez que dans le cancer du sein, certains types de cancer du sein, on va donner aux patients des anti-œstrogènes pour freiner le développement du cancer du sein. Eh bien, si ces femmes avec le cancer du sein sont affectées par la FSHD, eh bien, ça va mener à une détérioration clinique importante de la FSHD. Donc là, elle a trouvé 8 familles dans lesquelles il y avait des femmes qui avaient été traitées avec des anti-œstrogènes et d'autres qui n'avaient pas été traitées. Et effectivement, celles qui ont eu des anti-œstrogènes ont eu une maladie qui a évolué plus rapidement que celles qui n'ont pas eu ce traitement-là. Donc en accord avec l'étude des gens de Rome sur la protection que les œstrogènes assurent pour la FSHD. Et donc je crois que c'est une chose importante à avoir à l'esprit. Donc j'ai de temps en temps des questions de patientes qui me disent, voilà, j'arrive à la ménopause, est-ce qu'il faut que je prenne des hormones ou pas? Eh bien, à partir de ces données-là, ma réponse serait oui, clairement. Prenez des compléments hormonaux, prenez des œstrogènes, ça va probablement freiner la progression de la FSHD. Alors, bon, c'est évidemment des choses dont vous devez discuter avec vos médecins. Hein. Moi, je ne suis pas médecin, je vois juste les cellules en culture au laboratoire, mais a priori, les œstrogènes sont vraiment protecteurs. Alors, autre stratégie pour essayer d'empêcher Dux4 d'être toxique, c'est d'essayer de trouver un moyen de détruire la protéine Dux4. Alors, il y a plusieurs laboratoires qui se sont lancés dans des stratégies de ce type-là. Donc, comment ont-ils conçu leurs expériences pour essayer de trouver des produits chimiques qui vont mener à la destruction de Dux4? Ils partent de cellules en culture. Ce sont des cellules, bon, je suis désolée, là-dedans, normalement, il est écrit Dux4 en rouge, qui vont produire la protéine Dux4. Et ça ne va pas donner quelque chose de très agréable à la cellule. Dux4 est très toxique et la cellule va vraiment se désintégrer et va finir par mourir. Alors, l'idée des chercheurs, c'est si on a effectivement des cellules qui vont mourir, on pourrait peut-être essayer de leur administrer une substance chimique X. Si cette substance rentre dans la cellule
et qu'elle est capable d'induire la destruction de la protéine DUX4, vous voyez les petits X, la protéine DUX4 se fait démolir, ça va avoir comme effet que DUX4 va disparaître, et ça on peut le voir avec un microscope. Ça va avoir pour effet que les gènes ciblés par DUX4, donc ces gènes d'embryon, ne seront plus activés dans le muscle, et ça va avoir pour effet tout simplement que la cellule va survivre, alors que si elle a DUX4, elle va mourir. Donc en utilisant ce type de test, une cellule qui est condamnée à mourir parce qu'elle produit DUX4, on met une substance chimique X, DUX4 n'est plus produit, la cellule survit, la protéine DUX4 n'est plus là, et les gènes cibles de DUX4 ne sont plus activés. Avec ces critères-là, on peut mettre en place des criblages à haut débit. Voilà un exemple d'un appareillage de ce type-là. Donc on a ici des boîtes de culture, on a des petits puits dans lesquels il y a chaque fois des cellules de muscles qui produisent DUX4, et on a un système, bon voilà, malheureusement on ne voit pas grand-chose. Donc ceci c'est une boîte, c'est un robot dans lequel on a des systèmes de tapis roulants qui font défiler les boîtes de culture, et on a ici toute une série de petites pipettes dans lesquelles vont pouvoir être prélevés les produits chimiques. Donc on a une boîte avec les produits chimiques, la machine ici va se baisser, va aller aspirer par toutes ces petites pipettes un tout petit peu de chacun des produits chimiques et va venir les déposer sur les boîtes de culture. Avec ce système-là, on peut cribler des centaines de milliers de produits chimiques. Et il existe dans le monde, au niveau de toutes les grosses industries pharmaceutiques, des collections de produits chimiques que les pharmaciens ont fabriqués dans le but de soigner l'une ou l'autre maladie, qui n'ont pas été utiles pour soigner cette maladie, mais les produits étant fabriqués, on ne les a pas mis à la poubelle. On les a gardés précieusement, et donc on a ces collections de produits chimiques que l'on peut cribler pour voir s'ils seraient utiles pour le traitement d'une autre maladie, et donc, par exemple, pour essayer d'inhiber la production de DUX4. Alors, les premiers à avoir fait des manipulations, ces criblages à haut débit, c'est dans le Minnesota, à Minneapolis, le groupe de Michael Kaiba, et un chercheur qui a travaillé chez lui pendant des années et qui est reparti dans son pays d'origine, en Macédoine, dans une ville qui s'appelle Stip. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'équipements pour travailler en recherche de pointe dans cette université de Macédoine. Et tous les étés, eh bien, Darko revient passer ses vacances dans le laboratoire de Michael et continue à travailler là-bas. Et donc, ils ont fait des criblages. Donc, ils ont pris des cellules dans lesquelles, donc des cellules de souris, de muscles de souris, dans lesquelles ils ont mis le gène DUX4, et ils voient que les cellules meurent. Ils prennent un composé chimique et regardent si ça permet à la cellule de survivre. Donc, à partir de 200 000 composés chimiques, ils en ont trouvé 640 qui permettaient à la cellule de survivre. Et donc, devinez quoi, 70% de ces composés sont en fait des antioxydants. Donc, vous voyez que le stress oxydant fait partie de la toxicité de DUX4 et que quand on donne des antioxydants, en tout cas à ces cellules en culture, on peut les amener à survivre. Mais ils ont fait des recherches plus approfondies. Alors, ils ont essayé de trouver des produits qui empêchent DUX4 d'activer ces gènes cibles. Et là, ils ont trouvé 3 produits. Et ils ont fait des demandes de brevets pour protéger ces produits. Et ils sont en train de les tester à plus grande échelle sur des souris pour voir leur toxicité et voir à quelle dose on pourrait éventuellement les utiliser chez l'homme. Alors, une publication qui vient de sortir le mois passé, donc c'est un chercheur qui s'appelle Francis Sverdrup, qui travaille à Saint-Louis, et il s'est associé avec Stephen Tapscott de Seattle, qui travaille depuis très longtemps sur la FSHD. Et donc, leur système, c'est de prendre des cellules de muscles de patients, cette fois-ci. Donc, le criblage précédent, on prenait des cellules de souris dans lesquelles on mettait DUX4. Ici, on prend des cellules de patients FSHD1, donc qui naturellement vont produire DUX4, et ils utilisent un gène rapporteur de DUX4. Donc ce gène rapporteur va permettre à la cellule d'émettre de la lumière quand DUX4 est actif. Et donc c'est un criblage très joli, les cellules s'allument si DUX4 est là, et elles ne s'allument pas si DUX4 n'est pas là.
Donc, ils ont leur collection de composés chimiques qu'ils ont testés pour voir si la lumière, ce signal de la présence du X4, disparaît. Et donc, les composés qu'ils utilisent ciblent la chromatine, je vais vous en parler un petit peu plus tard, donc il y a l'emballage dans lequel se trouve l'ADN. Et donc, cet emballage peut être compact, auquel cas le gène du X4 ne pourra pas être activé, ou bien peut être ouvert, auquel cas le gène du X4 pourra être activé. Et donc, l'idée, c'est de trouver un composé chimique qui va aller compacter la chromatine pour bloquer le gène du X4. Ils ont trouvé 4 produits. Ils savent quelles sont les protéines qui sont ciblées par ces produits-là, et ils sont en train d'étudier davantage quel est le mécanisme là derrière. Et ce qui est intéressant, c'est quand ils mettent ce produit sur les cellules en culture, et donc ils vont éteindre l'activité du gène du X4, et puis ils lavent les cellules, ils enlèvent ce produit, eh bien l'effet de blocage du X4 dure encore 72 heures après qu'ils aient enlevé le produit. Donc ça, c'est quelque chose de très intéressant. On imagine, si on en arrive à un stade de faire un médicament avec ce produit-là, on ne devrait pas l'administrer tous les jours. Il y aurait un effet longue durée de ce produit. Voilà. Alors, ils ont fait ensuite un autre test. Cette fois-ci, ils ont pris des cellules de muscles FSHD2. Et leur test était un peu différent. Plutôt que de se baser sur cette lumière qui apparaît quand du X4 est actif ou pas, ils ont voulu simplement détecter les messagers provenant d'un gène cible de DUX4, et ils se disent, ben voilà, si on met un composé chimique qui réussit à bloquer la production du messager d'un gène cible de DUX4, c'est qu'on a pu bloquer l'activité de DUX4. Et donc ils ont trouvé des composés chimiques. Donc là, ce qui était intéressant, je vais trop vite, c'est qu'ils ont testé un petit nombre de composés, mais tous ces composés sont connus pour jouer un rôle sur la chromatine, pour la rendre plus ou moins compacte, et ils sont tous en essai clinique pour différentes maladies. Donc, ils ont trouvé parmi cette collection 6 composés chimiques qui sont des activateurs de ce que l'on appelle le récepteur bêta-2 adrénergique. Donc, c'est un récepteur à l'adrénaline. C'est ce récepteur qui, quand vous êtes stressé, va donner à vos muscles le signal de bouger pour que vous puissiez courir et échapper à votre prédateur. Alors, dans ce type de produit, dans cette catégorie de produits, il y a un produit qui a déjà été utilisé pour un test clinique chez des patients atteints d'FSHD. C'est le produit qui s'appelle Albuterol. Et donc, dans les années 2001 à 2007, il y a 4 laboratoires différents qui ont utilisé l'albuterol chez des patients et qui ont mesuré s'il y avait une amélioration de la force physique ou de la masse musculaire. Et donc, malheureusement, les résultats de cet essai clinique, qui était assez court, qui a duré quelques mois, étaient plutôt décevants, c'est-à-dire que la masse musculaire augmentait, mais pas la force. Donc, voilà, il va falloir encore investiguer ça. Est-ce qu'il y a vraiment là une piste intéressante, ou bien est-ce que c'est juste un truc qui marche en culture de cellules et pas chez un individu complet? Mystère. Alors, donc, revenons à notre idée. Il faut neutraliser DUX4 qui est le chef fou. Et une autre façon de procéder, c'est d'agir sur le messager. Donc, le gène DUX4, qui porte la recette pour faire la protéine toxique, changement de couleur soudain. Donc, ce gène DUX4 va être copié sous la forme d'un messager, et le messager sort du noyau et puis va servir à fabriquer la protéine. Et donc une série de chercheurs se sont dit on peut essayer d'empêcher la production de la protéine en agissant au niveau du messager de DUX4. Et donc là, il y a un premier essai qui a été fait par Louis Kunkel à Boston sur le poisson zèbre, c'était son modèle à lui. Donc il injecte le gène DUX4 dans le poisson zèbre et les muscles du poisson zèbre deviennent complètement bizarres et non fonctionnels. Et donc il a essayé de modifier l'ARN de façon à produire une protéine plus courte que DUX4. Et cette protéine-là n'est pas toxique et peut prendre la place de DUX4 et empêcher l'activation de ces gènes cibles. Mais bon, ça c'est un machin qui remonte déjà à 2 ans et on n'a plus de nouvelles depuis. Par contre,
plusieurs chercheurs travaillent sur le précurseur du messager juste avant qu'il sorte du noyau. Et ça va évidemment empêcher la production du messager et de la protéine. Alors, à ce niveau-là, donc, mon groupe a été le premier, avec un collaborateur australien, Steve Wilton, ensuite Michael Kaiba, dont on a déjà entendu parler avec les produits antioxydants, l'équipe de George Dixon à Londres avec Julie Dumonceau, et l'équipe de Charlie Emerson et Catherine Wagner qui sont à Boston et à Baltimore. Donc l'idée, c'est de prendre ce qu'on appelle des oligonucléotides antisens. Donc c'est des petits ARN synthétiques qui vont venir se coller à l'ARN messager et l'empêcher de produire la protéine dont il porte la recette. Alors il y a différentes régions de l'ARN messager qui sont ciblées, donc ça c'est vraiment des termes techniques. Et donc je crois que... En tout cas, notre groupe a fait une demande de brevet qui a été acceptée au niveau européen, et donc il y a maintenant une firme pharmaceutique américaine qui a acheté la licence et qui va continuer cette recherche, financer une partie de cette recherche dans mon ancien laboratoire. Pourquoi ancien? Parce que je suis retraitée depuis 2 ans, mais ma collaboratrice Frédéric Copé continue à travailler sur ça. Michael Kaiba, c'est aussi en cours de prise de brevet, et c'est plus récent, c'est une publication de l'année dernière. Et ils ont fait aussi des demandes de brevets, mais je crois que les oligos qu'ils ont utilisés sont couverts par le brevet que nous avons, donc ils n'auront vraisemblablement pas le brevet. Mais c'est intéressant de voir que des groupes différents arrivent finalement à obtenir le même type de résultat. Donc c'est rassurant pour nous qui étions les seuls au départ de voir que maintenant d'autres groupes peuvent obtenir le même type de résultat. Alors une autre stratégie, ce sont des petits ARN inhibiteurs qu'on appelle SIARN ou SHARN. Donc ce sont des petits ARN qui vont cibler l'ARN messager et activer des enzymes qui sont naturellement dans la cellule, et ces enzymes vont détruire le messager, et forcément il n'y aura pas de protéines possible. Et donc nous avons ça avec demande de brevet en cours, et l'équipe de Scott Harper à Columbus dans l'Ohio a bien avancé sur ce thème-là, et à tel point que lui fait des essais maintenant sur des souris. Donc il prend une souris et il injecte dans un muscle d'une patte de souris un petit virus qu'il a trafiqué et qui va produire DUX4. Et donc évidemment DUX4 est toxique, donc il observe une myopathie dans le muscle de patte de souris où il a injecté ce virus. Alors il va essayer maintenant de guérir cette patte de souris, et donc il va injecter un autre virus qui produit un de ces petits ARN, et il observe qu'il détruit le messager DUX4, il n'y a pas de protéine DUX4, et il n'y a pas de myopathie. Et donc ce groupe de chercheurs, donc Scott Harper, a bien avancé, et au congrès de Saint-Malo sur les maladies du muscle, il a démontré qu'il a testé 2 de ces petits ARN sur souris, et il a démontré qu'un des 2 à dose élevée était toxique, mais l'autre ne l'était pas. Donc il y en a un qui est OK, et il vient de commencer des pourparlers avec l'agence gouvernementale américaine qui s'appelle la FDA, la Food and Drug Administration, qui est l'agence qui donne l'autorisation de mettre sur le marché des médicaments ou pas. Et donc, pour donner cette autorisation ou pas, il faut avoir fait toute une série de tests chez l'animal avant de commencer des tests chez l'homme. Et pour être sûr de faire ça correctement, d'après les critères très stricts de la FDA, eh bien, à ce stade, Scott a déjà commencé les pourparlers avec la FDA, donc pour être sûr de ne pas perdre de temps, de faire des expériences qui ne seraient pas appropriées par rapport aux critères de la FDA. Donc je crois que c'est une piste vraiment très intéressante qui se développe là-bas. Et donc nous avons testé des oligo-antisens dans ce système, et donc nous aussi nous arrivons à causer la destruction du messager de DUX4 dans ces pattes de souris. Et donc c'est Eugénie Anceau, une chercheuse de mon équipe, qui est premier auteur de cette publication. Et donc je crois qu'il y a aussi une piste intéressante qui se développe là-bas. Alors donc, autre manière de neutraliser notre DUX4, cette fois-ci,
c'est d'agir au niveau de la structure de la chromatine. Donc cet emballage dans lequel se trouvent les gènes au niveau du noyau. Et donc si on va fermer cette gaine autour du gène DUX4, forcément on n'aura pas de messager et on n'aura pas de protéine. Donc pas de toxicité. Alors il y a... donc ceci est une représentation d'un petit segment de chromosome, d'un petit morceau qui contient un gène. Et donc l'ADN, qui est le fil présenté là, est enroulé autour de structures qui sont constituées de protéines particulières qui vont permettre de stocker l'ADN. Et donc cette structure protéine plus ADN s'appelle la chromatine. Et soit on va avoir ces structures bien séparées les unes des autres, auquel cas le gène pourra être copié sous forme de messager, soit elles vont être très collées les unes aux autres, vraiment compactées, et dans ce cas-là, eh bien, ce sera impossible de lire le gène et de produire la protéine DUX4. Alors, il y a des protéines dont vous avez déjà entendu parler et qui sont mutées dans la FSHD2, qui sont les protéines SMUSH1, DNMT3B. Ces protéines-là, quand elles sont actives, elles permettent d'obtenir une chromatine compacte, donc où le gène DUX4 n'est pas actif. Quand ces protéines sont mutées, elles sont cassées, eh bien à ce moment-là, la chromatine va être ouverte et le gène DUX4 va pouvoir être copié sous forme de messager et donner la protéine toxique. Alors on a représenté ici les gènes DUX4, vous savez qu'on a plusieurs gènes les uns derrière les autres, et on a, puisque ce sont des séquences d'ADN répétées, on a cette protéine SMUSH1 qui peut venir se lier et qui peut permettre de faire une chromatine compacte inactive. Eh bien, quand la protéine SMUSH1 est mutée, elle n'est plus capable de venir se lier, et donc le gène DUX4 se trouve alors ouvert, chromatine ouverte, il pourra être copié pour donner le messager. Et donc il y a plusieurs approches pour essayer d'aider à reconstituer une chromatine compacte. Et donc, une des approches, c'est le groupe de Tapscott, de nouveau à Seattle. Il a trouvé qu'avec des petits ARN qui pourraient venir se coller sur le promoteur du gène DUX4, on va induire la formation d'une chromatine compacte. Alors, comment ça marche? Aucune idée, mais en pratique, on se rend compte que c'est ce mécanisme-là. Les petits ARN viennent se coller et ils vont entraîner l'accumulation des protéines, dont SMUSH1, qui vont venir bloquer toute cette région-là. Alors, l'équipe de Peter Jones, qui était à Boston depuis une dizaine d'années et qui vient de déménager dans l'université de l'Arizona, il a choisi d'aller là parce que cet État est en train de développer très fort la recherche et a donné des gros subsides à des chercheurs connus dans d'autres universités qui auraient envie de venir s'installer chez eux. Et donc Peter Jones a déménagé là-bas. Donc il utilise un système particulier, une protéine qui s'appelle CRAB, avec un K. Cette protéine-là est capable d'induire la formation d'une chromatine compacte. Et donc il a mis cette protéine CRAB en laisse, donc il a vraiment attaché physiquement à un petit ARN qui va venir se coller sur le promoteur du gène DUX4. Donc ceci vous présente l'ADN, vous avez les deux brins de l'ADN, ici il s'ouvre, et on a ce petit ARN guide va pouvoir venir se coller à cet endroit, donc cet ARN se colle là-bas, voilà l'autre bout de l'ARN, une structure un peu particulière, et cet ARN est accroché physiquement à la protéine CRAB. Donc l'ARN sert de guide pour amener la protéine CRAB sur le promoteur DUX4, et la protéine CRAB, une fois qu'elle est localisée là-bas, va venir reconstituer une chromatine compacte et empêcher la production de la protéine DUX4. Et donc c'est un système très élégant, et voilà la publication. La première auteure, Caris Imeda, a reçu l'année dernière, au mois d'octobre, un prix de l'association de patients américaine, FSH Society, pour ce travail excellent qu'elle a réalisé. Donc amener vraiment une protéine qui va reconstituer une chromatine compacte et empêcher la production du messager DUX4. Alors l'autre idée, c'est d'essayer de corriger l'ADN, donc d'aller enlever des petits morceaux de l'ADN de façon à casser le gène DUX4
Et il y a là plusieurs chercheurs qui essaient de travailler dans ce domaine, notamment un que vous connaissez, Yegor Vasetsky, travaille dans ce domaine. Donc il y a eu d'abord différents outils qui ont été proposés. L'idée, c'est de prendre des paires de ciseaux moléculaires pour faire un copier-coller, comme vous le faites avec vos traitements de texte. Donc on va aller enlever un petit bout de l'ADN, le remplacer par quelque chose d'autre, ou l'enlever carrément. Et donc il faut avoir une très grande précision pour ces ciseaux moléculaires, pour avoir une cible unique dans tout l'ADN qui fait près de 3,5 milliards de lettres de long. Et donc c'est très délicat d'être sûr que les ciseaux moléculaires ne vont aller qu'à cet endroit-là et pas ailleurs dans le génome où ils pourraient faire des dégâts. Donc il y a différents outils qui existaient depuis une dizaine d'années, protéines à doigts de zinc, les protéines Talon, mais Yegor a travaillé sur ça, mais malheureusement la précision n'était pas suffisamment bonne. Et il y a maintenant ce nouveau système avec l'ARN guide, comme Peter Jones l'utilisait. Cette fois-là, au lieu d'amener une protéine crabe qui va former une chromatine compacte, on amène la paire de ciseaux moléculaires qui s'appelle Cas9 et qui va venir couper précisément à cet endroit. Et donc, plusieurs laboratoires dans le monde sont en train de travailler sur cette stratégie. Donc, Yegor Vasetsky, Peter Jones, Julie Dumonceau, et donc il n'y a pas encore de résultats qui sont prouvés. Alors, pour terminer, cette année, il y a de nouveaux modèles d'études qui ont été développés. Et donc, c'était quelque chose qui manquait très fort. C'est un modèle de souris qui exprime DUX4 et qui développe la FSHD. Ça n'existait pas. Et donc là, grande nouvelle, depuis 1 an à peu près, il y a 3 laboratoires qui disent qu'ils ont développé cette souris. Donc Peter Jones, toujours lui, Scott Harper et Michael Kaiba, qui produisent DUX4 dans les muscles et présentent une myopathie FSHD. Alors il y a une lignée de souris, celle de Peter Jones, qui est disponible au Jackson Lab, qui est un centre dans lequel on peut aller acheter des souris. Donc n'importe quel chercheur peut aller acheter la souris de Peter Jones et l'utiliser dans son laboratoire pour développer des médicaments contre DUX4. On attend les publications, et donc il y a une publication qui vient de sortir il y a 1 mois. Bosnakowski, donc le fameux Darko qui est en Macédoine et qui vient passer ses vacances dans le laboratoire de Michael Kaiba, ils viennent de sortir leur publication, donc décrivant leur modèle, qui effectivement présente toute une série de caractéristiques de la FSHD au niveau de la fonte des muscles, au niveau de l'atteinte de la rétine et au niveau de la surdité. Et donc c'est vraiment un modèle qui a l'air extrêmement intéressant, qui ressemble très très fort à la FSHD telle qu'on la connaît chez les patients. Et bon voilà, c'est le début d'une grande aventure. Je crois que beaucoup de chercheurs vont vouloir travailler à ce niveau-là. Et donc pour terminer, c'est de nouveau Peter Jones. Donc c'est un petit jeune très dynamique, qui a plein d'idées et qui a apparemment de très bons chercheurs dans son équipe qui réussissent à tester ses idées au laboratoire. Donc il s'est rendu compte que à partir des lymphocytes, donc ce sont les globules blancs que nous avons tous dans notre sang. Donc à partir d'une prise de sang, on peut isoler des globules blancs de patients et on peut les immortaliser. Donc on va mettre dans ces cellules en culture au laboratoire un virus qui normalement donne le cancer, donc des leucémies. Et bien là, on va immortaliser ces cellules et donc on va pouvoir garder au laboratoire dans des grands congélateurs avec de l'azote liquide, donc très très froid, à moins 180 degrés, les lignées de toute une série de personnes que l'on aura caractérisées au niveau génétique. Et donc ce qui est très intéressant, c'est qu'on embête la personne une fois pour une prise de sang, et puis on a ces cellules au laboratoire, et chaque fois qu'on voudra faire une étude, on n'aura qu'à dégeler les cellules, les mettre en culture, et on aura le matériel de ce patient. Et donc Peter Jones a contacté Stephen Jacobsen, qui avait une collection de ces lymphoblastes de famille FSHD qui étaient là depuis une vingtaine d'années, dont on ne faisait rien, et il est allé les analyser, et donc il y a notamment 12 familles avec 3 à 4 générations, où à chaque génération il y a entre 7 et 10 enfants. Eh bien oui, nous sommes dans l'Utah, hein, nous sommes dans le pays des Mormons, où il n'y a pas de contraception et on essaie d'avoir un maximum d'enfants. Et donc, pour les généticiens, c'est un matériel extraordinaire.
Pour les familles, c'est horrible parce qu'il suffit d'avoir un parent atteint d'FSHD et vous imaginez la cascade des générations suivantes où le gène de la FSHD est transmis. Et donc, ces cellules sont disponibles aussi dans un centre où tout le monde peut aller les acheter. Et donc, c'est un outil extrêmement intéressant pour la recherche. Voilà, je vous remercie de votre attention.